Ces 2 dernières années, les femmes ont vécu de plein fouet la crise sanitaire du Covid, puis la crise socio-économique. Déjà très désavantagées dans le système de retraite actuel, la loi qui est en train d'être mise en place va creuser les inégalités et accroître leur précarité. L'ONU évalue à 300 ans le temps nécessaire pour rétablir l'égalité. Elles restent les plus touchées par les guerres. Leurs corps restent les champs de bataille des conflits armés. En outre, l'actualité, comme la remise en cause de l'IVG, par exemple, nous montre que les conquis sociétaux sont aussi très fragiles. En matière de ressources humaines, la situation de Montreuil n'est pas exceptionnelle. Elle reste à l'image de la fonction publique territoriale et d'État. Les femmes occupent majoritairement les emplois précaires. On observe une persistance des représentations genrées des métiers. Les hommes ont une meilleure rémunération du fait des heures supplémentaires et les femmes sont plus nombreuses à être à temps partiel. Les femmes continuent à être plus âgées que les hommes, conséquence directe des carrières hachées. En termes d'articulation entre activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale, l'utilisation des journées enfants malades, les congés et absences liées à la parentalité restent l'apanage des femmes et montrent la persistance de la répartition des tâches parentales entre les hommes et les femmes. En 2022, les femmes fonctionnaires gagnent 11,1% de moins que les hommes, selon une étude de la DGAFP publiée le 17 mars 2023. Montreuil a mis cependant en œuvre le plan d'égalité professionnelle pour travailler efficacement autour de 6 axes. Premier axe, renforcer la gouvernance des politiques d'égalité. Deuxième axe, créer les conditions d'un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles. Le troisième axe, évaluer, prévenir et supprimer les situations d'écart de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Le quatrième axe, mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et favoriser les conditions d'une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle. Une attention est portée sur le télétravail qui pourrait être source d'autres inégalités. Un guide est prévu sur l'étude menée à ce sujet et sera mis à disposition des agents volontaires. Le cinquième axe, c'est lutter contre les discriminations ainsi que les différentes formes d'agissement et violences sexuelles et sexistes, en créant un dispositif de signalement et en formant des agents autour du dispositif. Et le dernier axe, améliorer la prévention de l'usure professionnelle, notamment chez les femmes. Donc la mission de droits des femmes en matière de lutte contre les violences faites aux femmes coordonne les dispositifs d'accueil et d'orientation, d'accompagnement des femmes victimes de violences. Elle distribue par exemple un guide annuaire sur les violences faites aux femmes destiné aux professionnels. Donc elle soutient entre autres la plateforme d'écoute de la Maison des femmes Thérèse Claire, auquel s'ajoute la permanence d'accueil des femmes victimes de violences et la possibilité de porter plainte au CHI, au Centre hospitalier intercommunal André Grégoire. Dans cet hôpital, il existe une prise en charge complète, donc médicale, sexuelle et chirurgicale, des mutilations sexuelles. À ces dispositifs s'ajoute aussi la permanence d'accompagnement par la maison de quartier, du Bel Air, donc par l'association Femmes Solidaires. Et cette permanence permet aussi de décentraliser la prise en charge des femmes victimes de violences vers les quartiers. J'en profite aussi pour parler d'un dispositif que j'aimerais qu'on mette en place. Donc à l'instar des piges, points information jeunesse, mettre en place des points information femmes un peu partout dans la ville. Je le développerai plus tard. Donc la mission de droits des femmes coordonne aussi le réseau local contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles pour soutenir les actrices et les acteurs locaux
qui interviennent sur la problématique des violences faites aux femmes. Un groupe de travail, puis un réseau s'est constitué sur le territoire montreuillois. Initié en 2009, ce réseau local animé par la chargée de mission des droits des femmes, sous l'impulsion et la responsabilité de l'élu, regroupe les professionnels de diverses structures, associations et services de la ville de Montreuil. Et ce réseau organise donc pour la journée du 25 novembre une rencontre professionnelle à destination des professionnels du territoire. Ces rencontres ont au fil des années permis d'aborder plusieurs thématiques. Cette année, une matinée a été consacrée à un travail en atelier autour de la représentation du parcours des femmes victimes de violences, des étapes auxquelles interviennent chacun et chacune des membres du réseau, les principaux obstacles et freins constatés et les possibilités de travailler en réseau pour les contourner. La matinée s'est déroulée à la Maison des associations de la ville de Montreuil et a rassemblé 40 professionnels du territoire membres du réseau. En plus, des actions de sensibilisation ont été menées auprès des habitants, des habitantes et des agents, des agentes. Je vais prendre quelques exemples, comme la direction de la petite enfance, qui a conclu un partenariat pour accueillir dans les crèches les enfants des femmes qui participent aux permanences de la Maison des femmes Thérèse Claire. Les professionnels de la petite enfance vont être formés à accueillir et à accompagner les enfants sans distinction de genre. Je citerai aussi le service du développement culturel avec les journées du matrimoine, la direction de la prévention, sécurité et tranquillité publique avec le travail mené avec le commissariat, la santé, la direction des citoyennes et la vie des quartiers, le service de la coopération décentralisée et de solidarité internationale, la direction des solidarités et du CCAS pour la mise en place des distributeurs de protection menstruelle gratuite. Si les progrès et initiatives féministes se sont multipliés sur nos territoires ces dernières années, c'est notamment grâce à une plus grande présence des femmes dans nos collectivités. En 20 ans, et grâce aux lois sur la parité, nous voyons un changement dans toutes les assemblées de France. Et à Montreuil, nous sommes fiers d'avoir une directrice générale des services dont nous saluons par la même occasion le travail. Nous disons aussi notre fierté d'avoir une élue déléguée à l'égalité femmes-hommes et prochainement une chargée de mission déléguée à l'attribution d'un budget spécifique à ces questions. Ces 3 points constituent ce que le centre Hubertine Auclair a nommé le triptyque magique et qui est le moyen de mettre en place de réelles politiques d'inclusion féministe favorisant l'égalité femmes-hommes. Dans le domaine des violences faites aux femmes, alors que des événements tragiques et d'une grande violence viennent de se dérouler dans nos cités, il est bon de rappeler que la ville s'engage aux côtés des femmes pour l'égalité et contre les violences sous toutes leurs formes. En 2021 en France, je suis désolée de le rappeler, 122 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une femme tous les 3 jours. Dans notre collectivité, les mêmes constats s'appliquent sur l'année 2021 et sont décrits par le rapport. La persistance des représentations genrées des métiers reste une problématique. Par exemple, dans l'administration, l'animation, le technique et le médico-social, le pourcentage de femmes est très élevé. Aussi, des femmes restent majoritaires à hauteur de 65,43% chez les contractuels non permanents, catégorie qui compte un effectif total de 729 agents. Quant aux rémunérations, les données restent très succinctes dans le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. Si elles sont bien genrées, elles ne concernent que les personnels permanents présents à temps complet sur 12 mois sur une base de salaire net médian. Par ailleurs, on constate que 60,6% de femmes concernées dans ces données sont en dessous du salaire net médian de 1 890 €. Alors que dans le RSU, la rémunération moyenne par équivalent temps plein des agents permanents est donnée, mais uniquement par catégorie et non genrée. Il nous semblerait plus pertinent et indispensable que d'une part, les indicateurs soient harmonisés entre le RSU et le rapport comparé
soirée, et d'autre part qu'il soit plus précis sur les rémunérations entre titulaires contractuels et contractuels par catégorie et genre. Nous notons aussi que la part du régime indemnitaire sur les rémunérations est de 20,13% chez les fonctionnaires territoriaux. Or, on sait que les indemnités ne seront pas prises en compte pour le calcul de la retraite, avec toutes les conséquences que cela entraîne pour vivre dignement. Ceci dit, soulignons aussi le fait que les filières où les femmes sont les plus représentées sont aussi celles qui ont le plus de pénibilité de travail et qui usent les personnes, provoquant des arrêts maladie longue durée sur des fins de carrière. Aussi, le recours au temps partiel majoritairement féminin, à hauteur de 86,9%, montre que dans l'immense majorité des cas, les femmes continuent de prendre en charge les enfants. Malheureusement, nous constatons chaque semaine un maintien, voire une hausse des violences, notamment sur notre territoire, notamment au sein des couples. La ville, cette année, a encore largement continué de prendre sa part dans la lutte contre les violences. Les actions ont été rappelées par ma collègue Mamadou Kouré. Je me contenterai de citer, comme l'a fait Mireille tout à l'heure, la signature de la convention avec l'OPHM pour les logements passerelles. C'était un engagement de campagne qui a été tenu et c'est un dispositif ô combien clé pour permettre aux femmes de quitter leur foyer lorsqu'elles y sont victimes de violences, qu'importe leur forme. Je voudrais également citer la création du groupe de travail de prévention de la prostitution des mineurs qui s'inscrit dans la poursuite des travaux de la ville sur cette problématique. Je voudrais conclure en rappelant également que nous ne sortirons définitivement de cette spirale des violences qu'à condition d'un changement culturel profond et sérieux. Ça signifie prévenir la violence en agissant, comme le maire a eu l'occasion de le rappeler publiquement récemment, dès le plus jeune âge, via une éducation non sexiste et non genrée, de façon à ce que les petits garçons ne conçoivent pas le monde comme un terrain de domination susceptible de conduire à la violence. Et cela signifie, lorsqu'il y a survenue de violence, de prendre en charge les auteurs de celle-ci. C'est un sujet encore relativement tabou, sur lequel la recherche académique a pourtant des choses à dire. C'est un sujet qui nécessite une prise de conscience et une action collective des services de l'État et des collectivités qui, bien sûr, s'y tiennent prêtes. Je vous remercie. En enlevant le maire, on a 15% d'écart entre les indemnités des élus femmes et des élus hommes. Et pendant le procès qui a abouti à ce que vous savez, le mémoire en défense de la ville expliquait que c'était normal que les femmes aient moins d'indemnités, puisqu'elles avaient, je vous le donne en mille, moins de responsabilités. Voilà. En tout cas, je voudrais quand même reterminer sur un point positif. Enfin, c'est vraiment, on voit une multitude d'actions et qui sont cohérentes en plus entre elles. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un continuum, contrairement au rapport suivant, entre les actions menées. Et que ça progresse, quoi. Voilà. Et donc c'est plutôt, ça progresse. En tout cas, les actions progressent et on sent qu'il y a une politique qui est portée, voilà, et ça fait envie, ça fait du bien, voilà. Donc merci à l'élu, voilà, et aux services qui travaillent avec elle. En termes d'égalité homme-femme, bien évidemment, dans le domaine sportif, on est aussi très loin d'une égalité parfaite. On constate qu'au niveau des instances dirigeantes dans le sport en France, il y a 62% d'hommes pour 38% de femmes. On a juste 2 femmes qui sont présidentes de fédérations sportives pour 114 fédérations. Ça montre un peu quand même l'évolution de ce sport. Alors, par contre, en pratique, ce qu'on peut constater, c'est que la pratique sportive des femmes rejoint celle des hommes, mais pas en termes de compétition, puisqu'en termes de compétition, il y a 2 fois plus d'hommes qui en font que de femmes. Les sportifs en général ne se saisissent pas de tels problèmes, ils laissent faire à l'extérieur. Je donne 3 exemples. La féminisation du sport, elle était possible que grâce au combat des mouvements féministes. L'obligation de parité dans les fédérations par des interventions de l'État, notamment par une loi du 4 août 2014 et du 2 mars 2022. Et chaque nouvelle pratique sportive a toujours été imposée à une fédération par les pratiquants eux-mêmes. Dans une politique sportive municipale, il est important de prendre en compte les besoins et les intérêts des femmes et des hommes de manière égale. Actuellement, les femmes sont souvent sous-représentées, on l'a vu, dans les activités sportives, notamment de compétition. Le rapport des situations comparées va participer à évaluer l'action de la ville pour guider son action politique. En examinant les données relatives à la participation des femmes et des hommes aux activités sportives, la municipalité identifie les domaines où les améliorations seront apportées pour garantir l'égalité entre les sexes. L'égalité de genre dans le sport permet de garantir les mêmes droits et opportunités aux femmes et aux hommes, qu'il s'agisse de la participation à des activités sportives, de la formation ou de la participation à des compétitions. L'égalité de genre dans le sport permet de lutter contre les stéréotypes de genre qui peuvent limiter la participation des femmes ou des hommes à certaines disciplines sportives ou rôles spécifiques dans le domaine sportif. En éliminant ces stéréotypes, le sport devient plus inclusif
plus accessible à toutes et à tous. Il permet également à toutes et à tous de réaliser leur plein potentiel dans leur discipline. L'égalité de genre dans le sport a des effets positifs sur la santé des hommes et des femmes. En encourageant une participation active à des activités physiques et sportives, le sport doit contribuer à réduire les risques de maladies chroniques, telles que l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou le diabète. L'égalité de genre dans le sport a également des effets bénéfiques sur la société dans son ensemble, car elle peut aider à promouvoir les valeurs d'égalité, de respect et de coopération. Le sport est un moyen efficace de sensibiliser le public aux questions d'égalité et de contribuer à la promotion de la diversité, de l'inclusion et de la non-discrimination. À Montreuil, la ville est sensible à la féminisation dans le sport, puisqu'on essaie de prendre certaines mesures, comme par exemple créer des critères de développement sportif féminin pour l'obtention de subventions, travailler sur des créneaux spécifiques féminins, notamment avec la livraison du prochain terrain de sport dans le Haut-Montreuil, travailler aussi sur une amélioration des capacités d'accueil dans les vestiaires pour les femmes. Voilà, et puis en créant des activités comme les sports dans les parcs, où on voit bien qu'actuellement 65% des utilisateurs sont des femmes. Le combat pour l'égalité homme-femme dans le sport est un combat de longue haleine, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas laisser tomber, et qui ne passera que par la promotion systématique du sport féminin. Pour terminer, je voudrais quand même faire une courte parenthèse pour évoquer les futurs Jeux Olympiques de Paris 2024. Il faut savoir que ces Jeux Olympiques, pour la première fois dans des Jeux Olympiques, il y aura une parité complète, totale, homme-femme, en termes d'athlètes. Il y aura autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes. Je pense qu'il fallait le souligner. Par contre, je formule l'espoir qu'il y aura vraiment des retombées, tant en termes d'emploi qu'en termes d'infrastructures, de transport, de logement ou de bien-être, et que l'héritage des Jeux Olympiques permettra enfin à plus d'un enfant sur deux en Seine-Saint-Denis de se engager à son entrée en collège. Je vous remercie. Nous prenons donc acte de la présentation du rapport. Et je passe la parole, pardonnez-moi, à Mireille Alphonse pour la présentation du rapport 22 sur la situation en matière de développement durable.